Merci Déborah de m'avoir demandé de t'interviewer ce matin pour revenir Eh sur ton ben, parcours. moi, je voulais te remercier déjà parce que ton passage dans le live la dernière fois fait sensation. Écoute, j'ai l'impression que tu as inspiré beaucoup de mamans et qu'il y a beaucoup de mamans qui se sont reconnues aussi dans ton parcours ou bien dans plein de phrases que tu avais mentionnées. Et du coup, j'ai aimé ta façon de parler, j'ai aimé ton aisance aussi. Et du coup, je me suis dit, moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent depuis récemment. Et puis, il y a d'autres personnes qui me connaissent depuis un peu avant, mais qui connaissent pas forcément toute mon histoire. Et, euh, et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de retracer un peu tout ça, parce que c'est une histoire qui a commencé il y a pas mal d'années. Donc, je me suis dit que ça aurait pu être intéressant de revoir tout ça ensemble. Et tu Voilà. as bien fait. En effet, ton histoire, elle est quand même très complète. C'est un parcours qui est très mêlé, le personnel et le professionnel. En fait, on a quand même la sensation que chaque fois que tu as eu un nouveau bébé et que devenir maman d'un premier, d'un deuxième puis d'un troisième, ça t'a transformé à chaque fois et ça t'a transformé aussi du point de vue professionnel. Tu vas revenir là-dessus. Du coup, on va commencer par le début. Tu vas nous expliquer comment, même si tu as toujours eu la fibre avec les enfants et leurs parents, tu as commencé à être animatrice de colo, puis directrice de colo. Tu as passé le concours de L'éducation l'institut nationale. de l'éducation nationale. Tu es devenue maîtresse d'école. Tu as fait le bonheur des parents et des enfants. Puis, un jour, tu as quitté l'enseignement et on voudrait savoir déjà qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête. Pourquoi as-tu quitté l'éducation nationale pour faire autre chose? Écoute, c'est rigolo parce que je me rappelle très bien, j'étais avec ma meilleure amie en terminale. Et puis la prof principale, elle avait dit qui ne sait toujours pas ce qu'elle veut faire dans la vie? Et je lève la main. Puis là, je vois que personne d'autre lève la main. Je fais oh purée, c'est la honte. Et puis ma meilleure amie de l'époque, qui est toujours une de mes meilleures amies d'ailleurs, me dit tu devrais être instit. Je lui dis mais ouais, t'as raison. Et en fait, j'avais pas forcément mis les mots, mais c'était une évidence pour moi quand elle m'a dit ça. C'est vrai que moi, j'ai un côté un peu assez carré. J'adore les enfants, j'adore transmettre. Et je me suis dit que c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc, en fait, je suis rentrée dans l'éducation nationale. J'ai passé le concours public et j'ai été projetée première classe. J'avais 23 ans, je crois. J'étais première classe en double niveau. Tu vois, ça veut dire qu'on enseigne à la fois au CE2 et au CM1. J'étais un bébé, alors déjà que voilà, je faisais vraiment très jeune. En plus, je suis pas très grande de taille. Si tu vois ma première photo de classe avec mes élèves, on se demande où est la maîtresse. Et donc les parents, ils étaient un petit peu, ils se sont dit qui c'est celle-là? Elle sort des jupes de sa mère. Et en fait, ça s'est super bien passé. Je me suis un peu, on va dire, dépatouillée et j'ai adoré. J'ai adoré être enseignante. J'ai adoré ce rôle-là. J'ai adoré mêler une relation avec les enfants et transmettre un savoir. Et puis, écoute, pour moi, c'était vraiment le métier que je voulais faire toute ma vie, en fait. À Du coup, la, tu à as la, été enseignante pendant combien de temps et qu'est-ce qui s'est passé? en fait, Pourquoi tu... j'étais enseignante pendant 4 ans dans le public. Après, Mhm. j'ai continué dans le privé pour différentes raisons. Et puis, j'aimais beaucoup tout ça. Alors, c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais ce désir d'être maman. J'avais pas encore, on va dire, euh, avancé, on va dire, au niveau personnel, au point d'être en phase d'avoir un enfant à ce moment-là. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a eu un moment où les conditions de travail, elles ne m'ont plus plu. C'est-à-dire que j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la gestion de classe parce qu'on Ah, avait des effectifs importants, parce qu'on travaillait avec des moyens qui étaient, je sais pas, tu vois, j'étais pas encore sensible aux pédagogies alternatives. On faisait beaucoup de... j'avoue que quand tu as dit conditions de travail dans l'éducation nationale ne me convenaient pas, j'ai pas tout de suite compris parce que je crois que pour tout le monde, les conditions de travail dans l'éducation nationale, c'est beaucoup, beaucoup de vacances. Et on voit pas en fait, on se rend pas compte de Tout à l'envers fait. du décor, de tout ce qui est préparation, Tu as raison de cours, préciser. etc.
C'est beaucoup de préparation, mais pas tant que ça, parce que j'ai toujours eu des facilités pour mes préparations, et puis je suis très intuitive en fait. C'est-à-dire que je vais tout à coup les faire fonctionner en groupe, en demi-groupe, en binôme. Ça, j'avais toujours varié les modes de transmission, mais c'est surtout l'effectif en fait. Quand tu as des effectifs qui sont à peu près de 28 élèves, et bah, tu ne peux pas t'adapter à tous les élèves. Tu as des enfants qui sont plus lents, tu as des enfants qui sont plus rapides. Alors, c'est vrai que moi, je suis très rapide, c'est très bien, mais c'est quand même très fatigant parce que tu dois t'adapter à chaque seconde à ce qui se passe dans la classe. Mm. Moi, j'ai fait pas mal de CP. Le CP, c'est une classe qui est à la fois extrêmement riche, mais extrêmement fatigante aussi parce que ce sont des enfants qui sont pas encore autonomes et qui passent de la maternelle avec des petits ateliers, des plus petits effectifs, des petits dispositifs à bah, on leur demande d'être plus souvent assis parce que même si, comme je te disais, j'essayais de varier le dispositif, on est quand même dans beaucoup de frontal parce qu'on n'a Mm. pas forcément le temps en fait de faire des tas de jeux, de mise en situation. Il faut quand même avancer sur le programme, tu vois. Ouais. Sur Et le du coup, au CP, fur et à oui. mesure, alors c'est L'apprentissage du certainement français. arrivé en parallèle de ma grossesse avec ma fille, qui a été une grossesse un peu compliquée, qui s'est terminée le 21 juin soudainement, à devoir arrêter du jour au lendemain ma classe et pas pouvoir leur dire au revoir. C'était très Ah. dur pour moi. Et puis cette sensation en fait d'être toujours dans une course en fait à l'école, alors qu'on a des petits chouchous en face de nous bah, qui auraient besoin de temps, qui auraient besoin de qu'on prenne plus de temps, d'une maîtresse qui crie moins aussi, parce que bah en fait il y a des moments où on est vachement sur on est vachement sur notre réaction de défense parce que comme je te dis, il faut gérer tout ça, il faut avancer dans le programme, il faut être aussi dans les exigences des parents, surtout quand tu es dans le privé. Et puis, il y a un moment où tu te dis, là, ça va plus. Là, ça va plus parce que j'ai envie de transmettre, mais autrement. Voilà. Ok. Et du coup, ça m'avait un peu trotté dans la tête. Alors, il faut savoir que c'est vrai que moi, dans ma personnalité, je me connais beaucoup et je m'écoute. C'est-à-dire que quand j'ai des signaux comme ça qui me disent là, il y a un truc qui va pas, là, il y a un truc qui va pas, à un moment, je m'arrête et je me dis, OK, là, faut écouter ce qu'il y a parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, en fait, quand j'étais enceinte de ma fille et bah, j'ai terminé à l'hôpital, j'avais de la chance d'être dans une super école où la directrice m'a laissé beaucoup on va dire, de marge de manœuvre. Elle m'a permis l'année d'après de travailler à mi-temps, enfin voilà, de travailler à la fois pas sur une classe forcément, mais sur des projets d'école et en même temps pouvoir m'occuper de ma fille la moitié de l'année. Et puis ça a commencé à cogiter dans ma tête et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser en fait à la pédagogie Montessori. Et c'est comme ça qu'en 2015, tu as créé le groupe des idées simples pour les Voilà. petits. Un groupe Facebook. C'est-à-dire que, exactement, j'ai eu ma fille, je l'ai observée, j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire stimuler un enfant, parce que même quand elle était bébé, je la stimulais, je me dis, purée, elle a 6 mois, elle est vachement réactive, en fait, réceptive. Ouais. Je Première pensais pas. question, à partir de quel âge on peut stimuler un bébé? Maintenant que tu as En un peu fait, la pro tout le de temps, l'éveil des tout enfants. le temps, on peut stimuler un enfant tout le temps, on peut lui parler tout le temps. Et puis, en fait, tout ce que tu vas lui dire, des petits, même s'il ne va pas te le sortir par des mots, par des regards, un jour, tu vois, quand il en sera à son niveau d'éveil suffisant, il va te le ressortir. Quand il sera en période de langage, il va te le ressortir. Quand il sera en période de toucher les choses, il va ressortir en fait. Et c'est ce dont je me suis rendu compte avec ma fille. Le groupe-là, en vrai, c'était destiné à mettre un peu toutes tes petites astuces de Voilà, toutes les expériences que tu avais pour dire aux exactement. parents, bah, avec des petits jusqu'à même plus grands, il y a plein d'activités que vous pouvez mettre en place avec les moyens du bord, avec ce que vous avez à votre disposition, les ustensiles de cuisine, le supermarché, Exactement. euh, tout plein de choses comme ça. Et moi, je me souviens très bien, ça, c'est comme ça que je t'ai connue, en fait que, je ne me rappelle pas exactement quelle date c'était, il y a eu un post qui a fait un buzz énorme où tu commençais en fait une traduction d'un article que tu avais reformulé. J'ai 2 ans. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui a 2 ans? Et je crois que pour moi, ça a été un peu le début du gros buzz de ton groupe Facebook et de Deborah Cohen-Tenuji comme une spécialiste de l'enfance et du développement de l'enfant.
En fait, quand j'ai créé ce groupe des idées simples pour les petits, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, donc je partageais toutes les idées, comme tu disais, avec ma fille. Et puis, comme j'avais commencé à me renseigner sur Montessori, je partageais qu'est-ce que c'est la pédagogie Montessori, Maria Montessori, qui était devenue mon héroïne de l'époque. Et du coup, c'était surtout mes copines, en fait. Et puis après, le deuxième cercle, c'est-à-dire que mes copines ont invité leurs copines et les copines des copines ont invité des copines. Donc, il y avait 1000, 2000, 3000 membres. Et puis, comme tu dis, un jour, j'ai une maman, en fait, qui me connaissait. Elle était déjà venue, je ne sais plus si elle était venue à des ateliers ou on s'était connus justement sur le groupe. Et puis, elle me partage du coup ce post sur J'ai 2 ans. Et tu sais, moi, j'ai du mal avec les étiquettes. Et c'est vrai que l'étiquette Terrible 2, ça m'a toujours embêtée parce qu'en fait, je pense que quand on décrypte, moi d'ailleurs, je vais te dire en toute honnêteté, mes deux premiers, le deuxième, il a 20 mois, peut-être qu'il voilà, il va peut-être passer par ça. Mais ils n'ont jamais été des Terrible 2 parce que, peut-être justement parce que je vois un petit peu comment on peut les stimuler sans leur dire non, les éduquer sans leur dire non. Et du coup, ils ne développent pas cette réaction de défense en devenant des terrible twos. Moi, je pense. Et j'ai eu cette expérience avec d'autres parents qui ont peut-être vécu ça. Et ce n'est absolument pas un jugement. Et donc, cet article, quand tu me le dis, ça a vachement résonné en moi. Je me suis dit, waouh, si on se met à la place de l'enfant tout à coup, c'est tellement puissant on s'en rend pas compte en fait. Et je crois que c'est ça en fait, ce qui a fait que les parents, ça a vachement résonné, ils se sont dit, ah ok, mon enfant, il ressent tout ça. Et puis ça a créé des réactions en fait très émouvantes et très émouvantes de la part des parents. Alors il y a des parents qui ont dit, ouais, on veut nous faire culpabiliser, mais je pense que la majorité des parents ont compris que non, parce que on fait toutes et tous du mieux qu'on peut avec nos enfants. Et on fait tout ce qu'on peut. Et il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a pas de parents malveillants. C'est juste qu'on est pressé un peu comme des citrons aujourd'hui. Et on a une vie qui est très speed. Et du coup, bah, très souvent, ce sont nos enfants qui prennent beaucoup. Et du coup, ce poste a beaucoup résonné. Et c'était à l'époque où j'avais créé Nos enfants ont du génie. Alors, nos enfants ont du génie. Tu vas nous raconter un petit peu comment c'est né, en quoi ça consistait. En gros, c'était des petits ateliers pour les parents et les enfants où tu mettais en pratique ce que tu disais dans ton groupe Nos idées pour les petits. Et à l'époque, c'était les week-ends en France. Et ça a vraiment, vraiment fait un peu le buzz là aussi, où ça a pris de l'ampleur parce que je Alors, pense que tu es les bah, premières à faire ça. déjà, la première chose, c'est que j'ai décidé d'arrêter l'enseignement traditionnel. J'ai Mhm. décidé que ça me convenait plus. J'avais la chance aussi d'avoir un mari aussi qui m'a permis de me laisser faire ça. En toute honnêteté, un salaire d'enseignante, même au bout de 13 ans, tu gagnes 1700 euros. C'est quand même pas non plus la panacée, quoi. Donc, C'était mon trop dur de objectif, quitter, disons. comment? D'un point de vue financier, c'était pas ce Voilà. qui était le plus dur de le quitter. C'est-à-dire que mon but, c'était de me dire, OK, monte ta société, essaye de gagner, on va dire, autant. Peut-être pas en un an, mais essaye. Et en tout cas, va vers ce qui te parle. Montessori, ça te passionne. Il se trouvait que j'étais dans un projet où potentiellement j'aurais pu ouvrir une école Montessori. Donc, j'ai fait la première formation en ligne agréée Montessori du coup, pour avoir ce poste. Finalement, le projet n'a pas abouti. Et mon mari m'a dit, et pourquoi tu ne montrais pas tes ateliers? J'avais commencé à monter des petits ateliers comme ça à la maison, mais ce n'était pas vraiment basé sur Montessori. Et puis, je me suis dit, OK, je me lance. Donc, j'ai monté ma société. Ça t'a pas titillé à un moment de vouloir rentrer du Montessori dans l'éducation nationale en France? En fait, je sais que c'est très compliqué en fait parce que Montessori c'est pas reconnu, parce que les parents, tu sais pas, il y a aussi beaucoup de préjugés sur Montessori, du genre ouais les enfants ils font ce qu'ils veulent, du genre bon bah ça prend beaucoup de temps, l'enfant il peut faire ce qu'il veut, donc combien de temps il va passer à faire tel support par rapport. Puis ça demande aussi beaucoup de préparation. Ça demande beaucoup d'investissement financier potentiellement pour l'école. Mhm. Bon, il se trouve que l'école en question, d'ailleurs, une fois que je suis partie, ils se sont développés dans le Montessori. Mais Ah, bref, en fait, pour moi, c'était surtout mes enfants. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'à quel point, en utilisant cette pédagogie, qui est d'ailleurs une pédagogie assez intuitive, hein, il y a plein de mamans qui font ça, peut-être toi, hein, tu vois, utiliser les objets du quotidien pour stimuler tes enfants. Alors après, il y a du matériel aussi spécifique que j'ai eu envie d'acheter.
Mais en fait, je me suis rendu compte à quel point le lien parent-enfant, il pouvait être renforcé à travers toutes ces situations d'apprentissage, on va dire informelles, c'est-à-dire sans objectif de résultat. Essaye des choses avec tes enfants à la maison et vois comment tu peux créer avec eux du lien. C'est aussi un type de médiation. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de Feyerstein, enfin, de toutes les sortes de Tout à fait. médiation pour les enfants qui ont un développement normal ou plus compliqué. Et ouais, Mais c'est vrai que de rentrer là-dedans, ça aide forcément. Après, c'est vrai que c'est pas adapté Montessori forcément à tout le monde parce qu'il faut des enfants qui soient assez indépendants. Mais par contre, en termes d'acquisition de l'autonomie, vraisemblablement, on a vraiment des résultats. Du coup, parle-nous des résultats que tu as eu avec Montessori qui t'a donné envie de… eh bien déjà, quand tu t'affranchis de tes peurs en tant que parent et tu laisses tes enfants, on va dire, aller à leur rythme ou aller vers ce qu'ils aiment, tu vas te rendre compte que finalement, ils sont bien plus près qu'on ne pense, ils sont bien plus capables qu'on ne pense. Très rapidement, ils peuvent utiliser, bah, ils n'ont pas besoin de tous les gadgets en fait. Tu vois, que ce soit des assiettes, tu vois, tu as peut-être vu ça, des assiettes avec une ventouse pour pas que l'assiette elle tombe, des verres à transition. Alors, tu as le biberon, après, tu as le verre à bec, après, tu as ci et ça. Tu vas prendre une cuillère avec un gros manche, la cuillère en plastique, la cuillère avec le manche en plastique et la cuillère en métal. Mais en fait, tu te rends compte que tes enfants, tu peux carrément les passer très rapidement à tout ce qui est adulte, du bébé à l'adulte, pour peu que tu les laisses s'entraîner et pour peu que bah, tu acceptes qu'ils fassent tomber peut-être les choses, qu'ils renversent un petit peu, qu'ils se salissent un peu. Et puis, tu n'aies pas peur du Ça va bazar. aussi beaucoup avec le lâcher-prise du côté des Tout à parents. fait. Tout à fait. Moi, en fait, ça m'amusait, tu vois, de voir mon fils qui mangeait. Je me rappelle, à l'époque, j'avais posté une photo de mon fils qui mangeait du yaourt. Et puis, il en avait partout, là. Ça fait longtemps. Et il en avait dans les mains et tout. Puis, il y a des mamans qui me disaient, mais t'es folle, mais tu vas en mettre partout. Moi, je trouvais ça tellement rigolo de le voir manger comme ça et s'éclater, en fait. Et c'est aussi comme ça que, bah, après, il a voulu, je lui ai donné une cuillère, qu'après, il a mangé une cuillère. Très rapidement, en fait, il a mangé vite, tout seul. Mais ça passait Il n'avait forcément pas par… besoin de te jeter l'assiette par terre pour te faire Non, Parce que de toute non, façon, tu laissais faire de toute façon ces bêtises. C'est comme une fois qu'il les avait faites, c'était fait, quoi. exactement. Et pour moi, c'était pas des bêtises. Et c'est pareil avec le couteau. Alors, c'était pas forcément un couteau d'adulte, mais au début, c'était un petit couteau à beurre. Tu vois, les petits couteaux à beurre, ils coupent pas trop, mais l'enfant, il peut quand même utiliser pour couper une banane. Donc après, il a qui est assez facile en fait. Il développe sa motricité fine. Puis du coup, quand tu le passes sur un couteau un peu plus grand avec plus de dents, qui est toujours pas coupant, attention, je fais toujours attention, bah, tu te rends compte qu'en fait, il arrive à couper facilement et qu'il n'est pas du tout en train de s'amuser on va dire, à se couper. C'est-à-dire que voilà, donc en fait, tu es dans le bain, tu vas lui montrer ce que c'est que l'eau chaude. Pourquoi? Pour lui dire, en fait, je te rends responsable de savoir que l'eau chaude, bah, peut-être que c'est dangereux et donc toi, tu vas faire attention. Et du coup, bah, quand il sent le chaud, il dit chaud. Et puis de lui-même, il va enlever sa main, tu vois. Du coup, tu Plutôt que arrives moi, à un ne… point très intéressant ce que tu dis parce que tu nous expliques qu'un enfant, dès le plus jeune âge, dès 6 mois, tu peux commencer à le stimuler, mais aussi très tôt, tu peux commencer à lui poser des limites. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai fait avec mes trois enfants. Et du coup, bah, quand je leur sers un repas, et ben, ils vont me poser la question, ils vont me dire chaud. Je vais dire, c'est un petit peu chaud, touche. Et il va toucher, il va dire chaud, chaud. Ou bien il va se rendre compte que ça va, tu vois. Et du coup, bah, en fait, moi, je préfère que de lui-même, l'enfant, il ait la possibilité de se gérer, tu vois, de se mettre au contrôle. Et je lui fais éplucher des légumes à 2 ans. Et je lui dis à mon fils, par exemple, si t'es pas à l'aise, tu le fais pas. Donc, si se sent pas à l'aise, il dit non, j'ai peur, il fait pas. Et puis, tu vois, je vais faire avec lui. Au début, je vais lui mettre l'économe dans la main. On va le faire ensemble. Et s'il sent qu'il a peur, il va dire j'ai pas envie. Et puis, à chaque fois, je lui demande, je lui dis, tu te sens là d'éplucher une carotte? Ok, maman. Et là, il va éplucher, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait, il va être dans la répétition, dans l'entraînement. Et ça me passionnait en fait parce que j'avais l'impression d'avoir des petites fourmis à la maison, tu vois. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne penserait même pas à faire, même si on a plusieurs enfants, on se dit 2 ans, c'est tout, enfin, tu vois, et pourtant tu es la preuve qu'on y arrive. Et on a parlé de Montessori, mais je sais que c'est pas la seule pédagogie qui t'a inspiré et qui t'inspire. Il y a beaucoup de livres que tu recommandes Tout à fait. régulièrement, d'auteurs que tu recommandes. Tu
peux nous en dire un peu Ouais. plus? Alors avant, comme je parle beaucoup, j'ai pas complètement répondu à ta question sur nos enfants du génie. Quand j'ai monté ma société, ça a super bien marché. J'ai eu beaucoup de parents qui ont beaucoup apprécié. Je faisais aussi des ateliers pour les vacances avec plein de choses un peu différentes. L'origami, des ateliers chocolat, des ateliers kamishibai. C'est l'art du théâtre japonais. C'est une façon de raconter des histoires aux enfants. Et Ok. en fait, surtout dans ces ateliers Montessori, il y a des parents qui se rendaient compte aussi à travers ces ateliers, ce matériel Montessori, mais aussi des ateliers, on va dire, de vie pratique, de la vie quotidienne, ouvrir et fermer des boutons, des zips et tout ça, servir, transvaser des choses. Les parents se sont rendus compte des habiletés de leurs enfants. Ils ont voyé pas mal renforcer, comment dire, pas renforcer, mais ils sont rentrés à la maison en se disant, ah oui, mon enfant, en fait, il sait faire ça, tu vois. Et du coup, bah, ils ont partagé du temps comme ça, informel, à travers des activités du quotidien. Et très souvent, les mamans m'ont dit, bah, tu vois, à la maison, j'ai réussi finalement à encourager mon enfant à grandir, à le rendre plus autonome parce que j'ai vu dans tes ateliers qu'il était capable de faire ça et j'y avais pas pensé. Et du coup, ça a bien marché. Les parents ont beaucoup aimé. J'ai continué à transmettre tout ça à travers mon groupe. Et voilà, c'est comme ça que nos enfants ont du génie, on va dire, a pris son envol aussi, parce que bah, il y a aussi des enseignantes qui m'ont demandé, qui ont demandé à leur directrice que je leur fasse des formations. Donc, j'ai Donc, en formé fait, tu des es passée de voilà. enseignante des enfants à atelier Montessori, puis enseignante des adultes dans la méthode Voilà, Montessori. j'ai transmis aux enseignantes une démarche Montessori à utiliser en école traditionnelle. Et puis Mhm. après, j'ai aussi formé, c'est-à-dire transmis aussi cette façon de voir l'éducation simplement à des mamans. Donc, je suis partie de France et très rapidement, figure-toi que j'ai des mamans qui m'ont dit pourquoi tu ne nous ferais pas des conférences sur ça. Et donc, j'ai fait des groupes de mamans comme ça. J'avais des dizaines de mamans dans différentes villes et je leur transmettais cette pédagogie Montessori à utiliser au quotidien. Mais bon, c'était un peu comme ça, hein. Je ne savais pas ce que j'allais faire après de tout ça. Les livres qui m'ont passionnée, c'est beaucoup Faber et Maslich. C'est Mhm. en fait c'est basé sur l'approche de Chaim Ginott, qui était un pédopsychiatre qui est décédé maintenant et qui est américain, je crois. Et puis elles ont sorti toute une série de livres qui s'appelle Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Il y a toute une série comme ça. Ils ont fait aussi pour les tout petits, pour les enseignants, pour les ados. Et en fait, c'était en fait la retranscription de les ateliers qu'ils faisaient avec les parents, en fait. C'est des parents qui se réunissaient et après, ces femmes, elles ont mis par écrit on va dire, tout ce qu'elles ont appris lors de ces ateliers. Il y a Isabelle Filiosa qui est passionnante aussi. Moi, je l'ai découverte à travers une conférence qui s'appelle Au cœur des émotions de l'enfant, Mhm. qui a été aussi un de ses premiers ouvrages, qui a parlé, pour moi, la première, mais je me trompe certainement, c'est que moi, dans mon cursus, on va dire dans mon parcours, j'ai plus entendu parler des émotions à travers Isabelle Filiosa. Et du coup, j'aime beaucoup sa façon de parler. Elle est très calme, en fait, très posée, tu vois. Et elle déculpabilise beaucoup les parents et elle montre à quel point les émotions des enfants, si on les écoute, eh bien, on accède à une dynamique complètement différente. On accède à des enfants complètement différents et on accède à des outils très puissants pour Les enfants, limiter les ils crises. attendent ça, qu'ils font tout ça pour qu'on fasse attention à eux, Exactement. qu'on les écoute, qu'on les Exactement. comprenne. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris déjà une bonne partie de… Ouais, mais pour peu qu'on s'arrête 2 minutes pour accepter ce que tu dis, parce que toi, peut-être que ça te paraît naturel, mais pour beaucoup de parents, et c'est aussi par rapport à notre propre C'est une éducation. question de travail, ça n'a pas toujours été. Non, c'est beaucoup de travail, Tu as tout l'éducation. à fait Mais raison pour moi aussi, hein. Pour moi aussi, Johanna. Et c'est intéressant ce que tu dis. Toi, c'est peut-être aussi à travers le parcours que tu as vécu dans les difficultés que tu as ressenties quand tu as découvert que ta fille avait des besoins spécifiques, peut-être. Et c'est vrai qu'à ce moment-là aussi, on a envie de se renseigner un peu plus sur comment fonctionnent les enfants, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, etc. Et moi, c'est tout à fait pareil que toi, en fait. il y a une chose qui est vraie dans ce que tu dis, c'est que, en fait, quand on s'est rendu compte que ma fille était en retard, on a eu une crainte, c'est de se dire, est-ce que c'est parce qu'on l'a pas assez stimulée? Est-ce que c'est parce qu'on s'est pas assez assise avec elle? Parce que finalement, quand on a notre vie à 1000 à l'heure, surtout dans un environnement parisien avec des travaux, on finit très tard. On arrive, on s'occupe un peu d'eux, mais on n'a pas tellement le temps, en fait, de s'asseoir, de se poser avec eux, de les faire jouer, etc. Et après, je crois, en fait, que je me suis dit, bah, enfant avec des besoins spécifiques ou non,
il faut en fait, c'est tellement important et puis c'est tellement un bonheur de les voir évoluer, de les voir progresser chaque jour. Il n'y a qu'en s'asseyant avec eux et en Bien les sûr. laissant jouer et en les voyant jouer qu'on voit les progrès qu'ils font et c'est dommage de passer à côté de ça. Donc pour ça, vraiment, tout ce que tu as fait à l'aide de Facebook, de ton groupe, de tes ateliers, c'est quelque chose qui aide, je pense, tous les parents au quotidien, d'ailleurs pas que les mamans, même si c'est nous qui sommes au centre quand Bien même, sûr. euh, généralement plus préoccupés, plus culpabilisés aussi. Et en fait, à l'issue de tout ce que tu as fait, tu as décidé de te concentrer sur l'accompagnement des mamans Tout à fait. plutôt que, enfin, par ricochet, c'est les enfants aussi, mais te Bien sûr. concentrer sur les mamans et tu as créé le programme IMA. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivée à ce choix-là? Ça paraît Écoute, assez quand, logique. quand j'ai eu mon troisième enfant, je me suis rendu compte déjà que ma place de maman, bon alors moi c'est vrai que je suis hyper créative et j'adore travailler, je suis passionnée par tout ça, donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de place dans ma vie, mais aussi dans ma tête en fait, au quotidien. Je vois mes enfants interagir, je réfléchis, je dis tiens, je pourrais leur faire ça, tiens, je pourrais partager ça avec les mamans sur mon groupe, même avant comme ça, tu vois. Et en fait, quand j'ai eu mon troisième enfant, il y a un moment où je me suis plus sentie bien. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pris tellement les émotions de tout le monde, les émotions de mes enfants, les émotions de mon mari, parce qu'on avait aussi changé de pays et puis voilà, il fallait faire de la place pour tout ça, pour une nouvelle vie et tout. J'avais tellement pris les émotions de tout le monde que moi, j'avais plus écouté mes émotions et je me sentais plus très bien. J'avais plus de créativité, alors que je suis très créative, comme je te le disais. Je sentais qu'il y avait, ok, j'avais donné beaucoup de place à mes enfants et je trouvais que ça c'est super. Moi, j'ai tellement envie que les enfants soient bien épanouis et tout, que c'est Tu super. n'étais Et puis, plus épanouie, toi. bah là, je me sentais plus bien, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que si moi, j'étais pas bien, si moi, je m'écoutais pas, et chaque maman, comment elle est, hein, il y a des mamans pour qui bah, être tout le temps au service de ses enfants, c'est super. Voilà. Et il y a des mamans pour qui bah, ne pas trop s'occuper de leurs enfants, bah, c'est comme ça qu'elles se sentent bien. Je veux dire, chacune trouve son équilibre. Mais moi, à ce moment-là, je me disais, attends, Débo, là, t'es pas bien. Pourtant, tu donnes beaucoup de place à tes enfants et tout. C'est qu'en fait, tu t'es pas donné de la place à toi. Et toi, tu as tout. Moi, c'est vrai que pardon, j'ai commencé à travailler, notamment avec les enfants dans l'éducation et tout, avant d'être maman. Donc, Mhm. j'avais déjà cette âme, on va dire, créative. J'ai travaillé tôt. Et puis, en vérité, j'étais vraiment entrepreneuse dans l'âme, en fait. Donc, ce que j'avais créé à travers nos enfants du génie, je sentais qu'aujourd'hui, j'avais plus envie trop de ces dispositifs d'ateliers, surtout d'ateliers chez moi, de faire des choses avec les parents et les enfants, de gérer aussi beaucoup les enfants, parce que je voulais justement garder le temps que j'avais pour mes enfants. Mais je sentais que j'avais vraiment un message à faire passer qui était de si toi, en tant que maman, tu vas bien, si toi, tu es bien, si tu connais ton enfant, tu vas accéder à un niveau complètement différent de relation avec ton enfant. Et tu vas te rendre compte que si toi, tu es bien, si tu apprends à écouter toi-même, maman, tes émotions, à être bien avec toi-même, tu vois, ce soir, avec les mamans de mon programme, on va parler d'être bienveillante envers soi-même. Je vais leur transmettre, tu vois, des outils justement qui m'aident aussi au quotidien. Et si tu connais mieux ton enfant, parce que j'ai aussi, entre guillemets, une volonté de transmettre aux mamans bah, ce qui fait qu'un enfant va pouvoir être autonome, va pouvoir faire moins de crises, va apprendre au quotidien, tu vois. Donc, on Bah, a l'impression que dans ton programme, et tu reviens sur tout ce qui a fait ton succès finalement tout à fait. dans les groupes Facebook, à savoir comment éteindre les incendies, j'ai envie de dire, comment gérer les crises, comment gérer les écrans pendant les vacances. Je crois que c'est un sujet qui a fait pas mal de buzz. Il y a tout ça et derrière, il y a aussi une vraie relation humaine qui s'installe, un groupe. Tout à fait. Tu apportes comme ça, c'est un mélange entre du développement personnel Tout aussi à pour fait. les mamans, du Ce qui coaching. est, ce qui est très, très rigolo, c'est que moi, j'ai créé mon programme il y a 7 mois, début décembre. Et c'est vrai qu'au début, j'ai créé beaucoup de supports concernant les enfants. D'ailleurs, on va dire, des conférences phares. Quand une maman arrive, je lui dis toujours de regarder les premières conférences sur le coucher, sur les crises, sur l'autonomie, sur ce que ça s'appelle être un parent en toute conscience aussi. C'est-à-dire, entre guillemets, te voir un peu de l'extérieur, toi, en tant que parent, et voir ce que ça résonne en toi au niveau de ta propre éducation, tu vois.
casser des schémas ou au contraire en imiter certains, etc. Et tu vois, c'est qu'au bout de 7 mois que j'ai créé ce module qui s'appelle être bienveillante envers soi-même, tout un art, parce que à force de voir toutes ces mamans et à force de me voir aussi interagir au quotidien, je me rends compte à quel point bah, tout passe par nous. Et que, alors bien sûr, j'ai aussi des sessions on va dire, de coaching individuel avec les mamans qui fait que aussi on va partir d'elles-mêmes, en fait, hein, de leur logistique, de comment elles se ressentent, etc. Mais même au niveau du groupe, j'avais envie aussi de parler bah, nous en tant que maman, quoi. Que des fois Alors, on en juste a une marre, que des question. fois, comme tu vois, tu parlais de la culpabilité. On est toutes, on se sent, tu vois, à chaque fois qu'il y a une maman qui rentre dans le programme ou même une maman avec qui je discute, elle me dit, ouais, je pense que je suis la seule, mais je ressens beaucoup de culpabilité. Je dis, mais t'es pas du Mais tout tu la n'es seule. jamais seule. On ressent toutes les Mais mêmes c'est choses, mais voilà, mais on ne sait pas forcément en fait. On a honte aussi d'en parler peut-être. On a honte de dire que on aimerait faire mieux et on se sent nul parce qu'on voilà. Et puis même moi qui suis dans l'éducation, il y a des gens qui me disent ouais mais toi machin. Mais moi je ressens pareil, je ressens de la culpabilité. J'ai l'impression que c'est pas assez bien. Je me dis attends, tu connais tout Montessori, mais tu fais pas tout le temps avec tes enfants et voilà ton fils il a 5 ans, tu aurais pu le l'apprendre problème, à quand tu connais beaucoup de choses, c'est de les regarder et de faire autre chose. Ça veut dire que nous, on partage quand même notre temps entre une vie professionnelle pour celles qui le souhaitent, entre nos enfants, entre nos maris qui prennent la place et nos familles. Et du coup, quand tu les vois et que tu n'as pas le temps de mettre en pratique tout ce que tu sais, parfois c'est aussi frustrant dans l'autre sens. voilà. Donc, c'est Mais pour en ça que- réalité, je vais te dire que c'est la clé, c'est de trouver un mode de communication qui soit de l'ordre de l'informel, c'est-à-dire que c'est pas le but, c'est pas de leur apprendre à gérer leur crise tout le temps en disant allez cette semaine là je vais lui apprendre à gérer ses crises. Non, c'est pas non plus de lui dire se dire ah bon bah cette semaine je lui apprends les A. Non, mais c'est-à-dire d'avoir une espèce de petit mélange de créativité, de autonomie, d'éducation positive, c'est-à-dire arrêter de voir tout le temps le négatif dans leurs enfants, arrêter de voir tout le temps leurs défauts, mais voir leurs qualités, voir qu'ils ne sont pas là pour nous obéir, on n'est pas là pour les contrôler, et c'est super dur. Hein. C'est super dur parce que on a appris quelque part que bah, nos enfants, déjà le cadre de l'école, il est extrêmement rigide. Et on voudrait que nos enfants, ils rentrent dans les cases. Mais en vrai, nos enfants, s'ils rentrent pas dans les cases, c'est pas grave. C'est très dur à accepter, mais ce qu'on voudrait, c'est que nos enfants ils soient capables de penser seuls, de savoir ce qui est bien seul, de savoir que même la maîtresse, elle a des limites, qu'on va pas dire du mal de la maîtresse, mais que des fois, la maîtresse, bon, elle t'a dit ci et ça, que tu vois, à la fin de la journée, la maîtresse, elle t'a dit, tu sais, ta fille aujourd'hui, elle s'est pas très bien comportée, et que tu vas arriver à lui dire, ok, j'entends, mais tu peux me dire aussi qu'est-ce qu'elle a fait de bien aujourd'hui, et dire ça devant ton enfant. Et ça veut dire qu'en une phrase, tu dis à ton enfant, ok, tu fais des bêtises, mais moi, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est, comme on dit en anglais, big picture. C'est tout ce que tu dégages de façon générale. C'est pas juste, ah, elle n'a pas été gentille aujourd'hui. Parce que à chaque fois qu'elle a été super, ben, on va pas, pour nous, c'est naturel. Mais en vrai, c'est pas naturel. En Bien vrai, sûr. tous ces comportements positifs qu'ils ont nos enfants, mais c'est pas que c'est des cadeaux, mais c'est tout ce qu'on devrait valoriser au quotidien, tu vois. Et du Alors coup, aujourd'hui, excuse-moi, je te coupe. non, non, vas-y, moi, je Euh, m'arrête jamais. Donc, t'as Non, bien mais raison. ça fait un moment qu'on parle. Je voudrais que les filles, elles aient un début et une fin Bien sûr. et qu'elles comprennent. Euh, dans ton programme, il y a aussi des intervenants Il n'y a pas que toi qui interviens. Tu fais venir des intervenants. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça? Ouais, avec Pourquoi tu as plaisir. jugé, en gros, comment ça se passe au niveau des modules? Il y a des réunions, il y a, il y a des coachings enfin, individuels de toi Tout à avec fait. elles. Donc, Il y a des interventions. tout à fait. Alors, le programme, il évolue tout le temps parce que, bon, là, en septembre, j'aurai une formule encore améliorée. En fait, toutes les semaines, je fais des modules. Mais alors, c'est des modules de formation, on va dire. Donc, je te disais, je te parlais des relations frères et sœurs. Alors, je fais aussi des résumés de livres pédagogiques, vraiment des livres qui m'ont parlé parce que les mamans, elles n'ont pas forcément le temps de lire.
Et il y a des livres qui sont vraiment phares, tu vois. Alors, je vais parler des frères et sœurs, je vais parler de l'autonomie, je vais parler des crises, du coucher, je vais parler de trouver le ton juste entre autoritarisme et laxisme, comment on va trouver le milieu. Je vais parler voilà, de plein de sujets. Je vais faire des tutoriels pour la lecture au quotidien, la représentation du temps au quotidien. Nos enfants, on ne se rend pas compte. Tu vois, quand tu dis à ton enfant, attends 5 minutes et qu'il te fait une crise, mais en fait, il ne sait pas ce que c'est 5 minutes. Pour toi, Tu c'est peux lui donner naturel. des timers comme ça, les petits Voilà, sabliers comme ça. exactement. Donc, tu vois, je vais expliquer aux mamans qu'elles peuvent elle peut dire à l'enfant, c'est le temps d'une chanson. Ou bien que On le, avait voilà, acheté les minuteurs pour faire les œufs à la coque. exactement, Et quand ça exactement. sonnait, ils savaient que c'était fini. Et ben, c'est exactement ça, tu vois, que on va apprendre à faire des poutres du temps Montessori pour se repérer sur des plus longues périodes. Voilà, donc en fait, les mamans, au début, elles rentrent en se disant, j'ai envie d'être accompagnée pour les crises de mes enfants, entre guillemets, mais moi, je vais leur montrer qu'il n'y a pas que ça. Et tu vois, une maman qui rentre, par exemple, j'ai une maman qui est rentrée, la première session à laquelle elle a assisté, c'était représentation du temps. Donc au début, elle s'est dit, ouais, bon. Puis à la fin, elle me dit, mais en fait, c'était super intéressant parce que je me rends compte qu'à chaque fois, je dis à mon enfant, attends, mais tu vois pas que je suis occupée. Mais en fait, non, il peut pas attendre. Je me rendais pas compte que la représentation du temps, pour lui, c'était pas la même que la mienne. Et en fait, voilà, et voilà. Et là où tu as raison, c'est que bah, moi, je sais pas, je maîtrise pas tous les sujets. C'est-à-dire que moi, je suis pas, déjà, j'ai pas, le terme de coach, pour moi, il me parle pas. On va dire que je fais du coaching parce que on fait comme tu dis, du développement personnel. Je pousse les mamans vers autre chose, pousse vers le haut. J'ai des techniques, etc. J'ai aussi mes propres méthodes, mais je ne suis pas coach. Mais, mais j'ai quand même eu besoin aussi d'avoir des intervenantes qui viennent de l'extérieur. On a une coach de vie qui nous a parlé justement de prendre soin de soi, de comment, bah, en prenant soin de nous, nous, en tant que maman, on va se sentir mieux et du coup, on sera mieux avec nos enfants. On a parlé aussi de la charge mentale avec une autre intervenante. Et puis récemment, on a une professeure de yoga qui est venue nous parler de comment utiliser le yoga au quotidien avec nos enfants pour anticiper aussi les crises et les gérer. Et du coup, bah, les mamans, elles ont de temps en temps, même moi d'ailleurs, on a essayé de mettre le quotidien dans la vie de nos enfants. Moi, c'est des choses, je connaissais un petit peu, mais j'étais pas du tout sensible à ça. Donc, des fois, j'ai des professionnels qui viennent nous parler de choses un peu différentes pour enrichir la formule du programme IMA. Et du coup, tout ça avec on va dire des sessions de groupe, du contenu que je vais transmettre aux mamans et puis elles aussi toutes leurs questions, le partage sur un groupe WhatsApp, Je plein de tiens à liens. te féliciter pour ta présence sur les réseaux sociaux et surtout sur Facebook. Parce que c'est vrai que je ne sais pas si les mamans se rendent compte, mais moi, c'est mon métier. Et donc, je peux dire que ça prend beaucoup, beaucoup de temps de publier autant. C'est un vrai investissement d'écrire des articles de qualité comme ça qui amènent des solutions au quotidien. Les posts, les messages aux mamans. Enfin, il y a vraiment un gros Ouais. investissement de ta part derrière. C'est pas seulement le programme IMA, c'est le groupe qui continue d'exister. C'est tout ça. Donc, pour ça, un grand bravo, Déborah. Merci, Et Johanna. Tu sais, comme on peut voir, c'est vraiment un parcours assez exceptionnel et on te souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans IMA. Peut-être tu veux rajouter quelque chose avant qu'on ouais, termine. je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu dis que ma récompense, c'est quand j'ai des mamans déjà, maintenant j'ai de plus en plus de mamans qui se tournent vers moi quand elles ont des difficultés avec leurs enfants. Et moi, je ne souhaite pas que les mamans aient des difficultés avec leurs enfants, mais je suis contente que les mamans me fassent confiance et qu'elles aiment mon approche. Je ne suis pas, on va dire, 100% dans la bienveillance et le monde des bisounours. J'apprends aussi aux mamans à mettre des limites. Et je sais que la vie au quotidien, elle est difficile. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de transposer des outils qui peuvent marcher dans le quotidien, tu vois, pas changer complètement les choses. Et mon rôle aujourd'hui, mon challenge, c'est pas évident, c'est de dire aux mamans, les mamans, investissons dans nos enfants maintenant. Parce qu'on ne se rend pas compte que ça demande un investissement, ça demande un travail. Et on se dit, ouais, bon, on verra plus tard quand ils vont grandir. Mais moi, mon challenge, c'est de dire à des mamans, prends-toi en main, viens, je vais t'aider et tout ensemble, on va essayer d'avancer. Excuse-moi, Beth. Admettons qu'on ait des mamans qui te regardent et qui commencent à te suivre, mais qui se disent ah, mais pour moi, c'est foutu. Moi, ils sont trop vieux. Il Je n'y a ne les ai rien qui pas est, pris quand ils non, étaient petits. Alors, qu'est-ce que tu réponds? y a rien qui est foutu parce que déjà, si une maman, elle prend ce recul, c'est déjà il y a un premier truc qui marche, c'est qu'elle a pris du recul et qu'elle s'est dit, OK, j'ai envie d'autre chose.
Et après, de l'autre chose, c'est du positif. C'est plein de techniques, de mettre de côté on va dire ce qu'on n'aime pas chez l'enfant ou ce qu'on n'aime pas chez nous et voir plutôt ce qu'on aime et ce qu'on arrive à réaliser. C'est d'être dans une démarche de partage, etc. Plein de petites choses qui font que quand on change, mais c'est pour tout en fait, tu vois, c'est pour l'éducation, mais c'est pour sa vie professionnelle, c'est pour sa vie de couple, c'est pour tout en fait. C'est-à-dire que quand tu changes de regard, tu prends du recul et tu dis, OK, j'ai envie de changer des choses, quand tu as le déclic, après tu trouves la bonne personne qui va t'aider et là tu t'envoles. Magnifique. Magnifique. Écoute, Déborah, merci pour cette petite interview. J'espère que les filles en sauront maintenant davantage sur ton parcours, sur tout ce qui t'a mené en fait de fil en aiguille à créer le programme IMA et à savoir autant de choses et ta formation constante dans tous les domaines en fait. C'est hyper important. Merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux. Bravo. Et j'espère à très vite. Bah, merci à toi, Johanna. J'ai beaucoup apprécié partager ce moment avec toi. Tu vois, j'ai choisi la bonne personne. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et je voudrais juste terminer en disant aux mamans que quand on a quelque chose dans le cœur, je ne parle pas de reconversion professionnelle au niveau de l'éducation, mais comme toi aussi, qui a changé complètement de voie. Vous pourrez le voir aussi dans l'interview qu'on a faite ensemble, quand tu as raconté aussi ton parcours. Quand on a quelque chose au fond de nous, un moment juste, même si on ne le fait pas, juste prendre du temps, s'écouter, écrire ce qu'on a dans le cœur. Et à un moment, les portes, elles s'ouvrent, en fait. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers mon parcours et j'espère que je continuerai et que j'avancerai pour plus d'harmonie au quotidien parce que c'est comme ça aussi qu'on a plus de paix dans le monde, je crois, à mon petit niveau. C'est vrai qu'une maman, en fait, qui commence à avoir un, deux, trois enfants, quatre plus, elle se rend compte qu'elle a envie de continuer de travailler, mais elle ne sait pas comment faire. Alors oui, c'est possible de devenir indépendante, t'en es la preuve, j'en suis la preuve. Et pour devenir plus épanouie et pour être une meilleure maman. Voilà. Merci Johanna. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct ou en différé et au plaisir de repartager avec vous toutes mes idées simples pour des enfants qui ont du génie, pour inspirer les mamans d'aujourd'hui, tout ce que vous voulez. Et bonne journée à tous, bon dimanche et bon courage à tous pour cette période un peu complexe. On va y arriver. Bonne journée. Allez, bye Johanna, merci encore.